Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est depuis Strépitieux, aux portes de la Louvière, que débutera notre balade. Nous ferons notamment la connaissance avec le canal du centre historique, ce joyau reconnu par l'UNESCO et qui fête cette année son 100e anniversaire. On scelle donc pour ce nouveau numéro des Chemins du Ravel. Impressionnant, écrasant, dominant, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier l'ascenseur funiculaire de Strépitieux. Situé sur le canal du centre, il est le point d'orgue du programme de mise au gabarit de 1350 tonnes des voies navigables entre les bassins de la Meuse et de l'Escaut. Pas moins de 20 ans ont été nécessaires à sa construction, achevée en 2002. Il est vrai que cet ouvrage est unique au monde puisqu'il permet de franchir une dénivellation d'un peu plus de 73 mètres. Après avoir apprécié l'exceptionnel panorama qu'il offre sur la région, vous laisserez derrière vous le géant des canaux. Il ne vous quittera toutefois pas du regard et plus d'une fois ensuite, vous apercevrez son imposante silhouette. Une épingle à cheveux et une rude pente plus tard, vous atteindrez le canal du centre historique. D'un coup, vous remonterez le temps et basculerez un siècle en arrière. À hauteur de Thieux, vous franchirez le pont-levis barragé et ferez une petite infidélité au canal du centre historique, le temps de découvrir un petit trésor naturel, les étangs de Strépy-Bracgny. Nés d'un affaissement minier au milieu des années 30, ils étaient à l'origine un marécage en bordure de la Haine. Après ce petit crochet, vous retrouverez les eaux du canal du centre historique et ses nombreux ouvrages d'art que sont les ponts, ponts-levis, ponts tournants et évidemment les ascenseurs hydrauliques. Napoléon est le premier à percevoir l'importance des canaux pour notre pays. Suite à l'essor de l'activité industrielle en Hainaut, il envisage une voie d'eau qui remonterait vers Bruxelles au départ de la Sambre. Les travaux débutent en 1827 sous le régime hollandais. Effacer une dénivellation de plus de 90 mètres s'avère un véritable casse-tête pour les ingénieurs. La solution s'ébauche en 1872 lorsque le tout premier ascenseur hydraulique au monde est inauguré en Grande-Bretagne. 4 d'entre eux seront construits de 1888 à 1917 sur le canal du centre, qui fête donc son siècle d'existence. Stéphane Verkreuz, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur aux voies hydrauliques à Mons. C'est le deuxième ascenseur que je croise en chemin. Oui. Je connais un peu leur histoire, mais par contre, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est finalement une grande balance hydraulique. Donc, on voit 2 sas dans lesquels les bateaux peuvent rentrer. Et ces 2 sas, ils sont montés sur un gros piston qu'on peut apercevoir ici en dessous. Ce piston, il rentre dans un gros cylindre, le tout forme un vérin. Et ce vérin, il contient de l'eau sous pression qui porte en réalité le poids de l'ascenseur. Et au total, c'est à peu près 1000 tonnes qui sont supportées. Donc c'est pas rien. Ces 2 vérins sont en communication l'un avec l'autre. Et donc il suffit qu'un des 2 plateaux de la balance soit plus lourd pour que ça provoque un balancement. Ça, c'est le principe. Pour qu'il soit un peu plus lourd, il y a une petite astuce. On va arrêter le sas dans une position telle que quand on ouvre les portes, on va un petit peu remplir d'eau en supplément le sas supérieur et on va un petit peu vider le sas inférieur. Et il suffit à ce moment-là d'ouvrir la vanne et on va obtenir le balancement qu'on recherche. Alors, à côté de ces ascenseurs, il y a aussi des salles des machines. Comme par exemple ici, c'est une salle des machines qui est un petit peu particulière parce qu'elle dessert 2 ascenseurs. Oui, tout à fait. Alors d'abord, il faut expliquer pourquoi une salle des machines, parce qu'on pourrait dire, a priori, le balancement, il se passe, entre guillemets, tout seul. Oui, Ce serait trop facile. Voilà, Hein. ce serait un peu trop facile. Il y a des mécanismes accessoires, et le premier, évidemment, ce sont les portes qu'on voit qui sont à l'entrée des sas et à l'extrémité du canal. Ces portes, il faut pouvoir les lever. Elles font quand même de l'ordre de 8 tonnes. Donc il y a un certain effort à donner. Et puis, il faut établir une jonction étanche, parce que sinon, quand on ouvre les portes, on va perdre toute l'eau. Et donc, il faut pouvoir alimenter des autres vérins qui vont s'occuper de faire ces mouvements-là. Et ces autres vérins, ils vont fonctionner avec de l'eau sous pression qui est produite dans cette fameuse salle des machines. Alors la salle des machines ici, elle a la particularité qu'elle alimente non pas 1, mais 2 ascenseurs. C'est pour ça qu'il y a 2 tours. C'est pour ça qu'il y a 2 tours. C'est parce que en fait, chaque salle des machines contient 2 machines, ça c'est vrai partout.
Mais par contre, comme on alimente deux ascenseurs, on a deux tours. Pourquoi deux tours? Parce que dans chacune de ces tours, il y a en réalité une grande réserve d'eau sous pression, sous forme d'un gros vérin sur lequel il y a un énorme lest de 70 tonnes, donc ça n'est pas rien. Ce lest, il monte et il descend dans la tour qu'on peut voir. Et ça sert de réserve. C'est ça le carburant en quelque sorte qui fait fonctionner l'ascenseur. Le caractère exceptionnel de ce canal du centre et de ces ascenseurs, c'est que tous sont encore en état de fonctionnement. Ça demande quand même pas mal de boulot, ça. Alors ça demande beaucoup de boulot et c'est vrai, il faut le souligner, c'est tout à fait unique au monde puisque des ascenseurs à cette époque-là, il y en a eu quelques-uns qui ont été fabriqués dans le monde, en Allemagne, au Canada, en Angleterre, donc il y a quelques exemples. Mais d'une part, on est ici le seul endroit où il y a une chaîne de 4 ascenseurs les uns derrière les autres sur une petite portion de canal, 5-6 km environ. Et en plus, chose tout aussi exceptionnelle, ils fonctionnent encore comme à l'origine parce qu'en réalité, ils n'ont pratiquement jamais cessé de fonctionner, ils ont toujours été entretenus. Le savoir-faire s'est transmis de génération en génération, de telle sorte que toutes les techniques, tous les matériaux, toutes les manières de faire d'origine se sont perpétuées et sont encore pratiquées ici. Et c'est d'ailleurs ça qui a justifié très largement le classement au patrimoine de l'UNESCO. Stéphane, merci beaucoup. Je ne vous apprends rien. Le long des canaux, il y a des quais. C'est la même chose finalement près des gares. Les quais de gare, c'est le sujet de notre Minute Patrimoine de cette semaine. Les quais permettent aux voyageurs d'accéder aux voitures. Auparavant, ils étaient bas, donc il fallait franchir une ou plusieurs marches pour monter dans la voiture. Mais aujourd'hui, ils sont construits sur base de normes européennes et donc ils sont hauts. On trouve pas mal d'indications sur les quais. Oui, donc on retrouve des plaques indicatrices qui, comme leur nom l'indique, indiquent l'endroit auquel on se trouve, l'arrêt à côté duquel on se trouve. Et donc ces plaques sont placées aujourd'hui à 45 degrés pour permettre une meilleure visibilité. Il y a tout un patrimoine tout autour de ces quais. On les retrouve encore sur les ravels et c'est important de les préserver. Oui, bien entendu, il est important de les préserver pour se rappeler qu'il y avait un arrêt à cet endroit-là, pour développer des aires de repos, des aires de pique-nique, en y installant des bancs par exemple. Vous prendrez le temps et ne vous lasserez pas d'admirer ces étonnantes machines mues par la force de l'eau que sont les ascenseurs. Continuant votre progression le long du ruban aquatique, vous vous sentirez apaisé et peut-être vous laisserez-vous envahir par un doux parfum de nostalgie. À regret, vous terminerez votre escapade au pays des merveilles hydrauliques. Au cœur de la Louvière, calme, verdure et patrimoine se côtoieront pourtant à nouveau. Denis Colette, bonjour, vous êtes journaliste en Antenne-Centre. Moi, ça me fait très plaisir de voir un journaliste qui est cycliste au quotidien. Ben oui, Frédéric, depuis quelques années, je suis devenu cycliste au quotidien, mais je me déplace en vélo-train, donc je combine les différents moyens de transport. Alors, vous avez voulu m'emmener dans un lieu qui est magnifique et chargé d'histoire. Ici, c'est le fameux quartier du Parc. C'est le quartier du Parc en centre-ville de la Louvière, c'est vraiment le poumon vert de la Louvière, où on se trouve sur des terrains qui, à l'origine, appartenaient à l'abbaye d'Aulne. Et donc après, ça a été légué par toute la dynastie de la famille Warroquet. Donc il y avait Nicolas, Abel. Pour l'anecdote, la Louvière a failli s'appeler Abelville, Raoul et puis Arthur. Et puis la Révolution française aidant, les terrains ont été sécularisés. Ils se sont passés de génération en génération à la famille Warroquet. Et donc c'est le dernier, Raoul Warroquet, qui est décédé en 1917, on vient de fêter le 100e anniversaire de sa disparition, qui est à l'origine de la création du musée de Marimont. Eh bien, il a donné ça à la ville, à la commune de l'époque, à condition que les investissements publics soient réalisés sur le compte des deniers publics, évidemment. La deuxième condition, c'est qu'au moins une des rues du quartier s'appelle Raoul Warroquet, du nom de son papa. Alors, ce qui est particulier aussi, c'est dans ce parc, il y a un monument aux morts qui n'est pas commun. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de symboles dans ce monument aux morts. Il commémore la Première Guerre mondiale. Il a été inauguré par la reine Elisabeth en 1923 devant des centaines de personnes. Et là, on retrouve ce monument aux morts est dédié en l'honneur de Omer Lefebvre. Il y a une rue Omer Lefebvre dans le coin qui était un télégraphiste belge originaire de la Louvière qui a été fusillé par les Allemands en 1916 et bon pour acte de résistance. Alors beaucoup de symboles. On retrouve Omer Lefebvre, donc acte de résistance au milieu du monument qui tient un chiffon. D'un côté, on voit l'aile
l'aigle allemand qui symbolise l'ennemi, évidemment. À son pied, il y a les déportés, parce qu'il y a beaucoup de déportés civils qui sont partis travailler, service de travail obligatoire en Allemagne. Et puis Omer Lefebvre qui défend la veuve éplorée, la veuve et l'orphelin et le soldat. C'est assez spécial et rare de voir un monument comme ça, parce que d'habitude on voit le monument aux morts avec le soldat qui défend vaillamment la patrie. Ici, il y a beaucoup de symboles. Denis, vous connaissez plein de choses sur ce quartier, vous ne nous avez pas tout dit. La suite, on va tout de suite la découvrir dans son reportage. Le quartier du Parc, à la Louvière, poumon vert à proximité du centre-ville. Quartier créé en 1898 par l'industriel Raoul Roquet. Objectif à l'époque, attirer une population relativement aisée. C'est Roquet qui, à la fin du 19e siècle, à un moment où la commune de la Louvière se développait particulièrement, développement industriel notamment, qui décide de mettre en valeur les terrains qu'il possédait à la Louvière, dans le centre de la Louvière, et cela avec la bénédiction, je veux dire, des autorités communales de l'époque, puisqu'il faut vraiment essayer de redynamiser, de dynamiser la population et essayer d'avoir un maximum de diversification au niveau de la population. Et l'objectif est d'attirer dans un nouveau quartier, avec un parc, donc un poumon vert au centre de la commune, une population qui est plus la haute, voire de la moyenne bourgeoisie. Certaines de ces maisons, qui datent du début du XXe siècle, sont toujours là, comme cette splendide maison décorée de faïence. Preuve que l'industrie faïencière était aussi présente à la Louvière. C'est une époque où, dans une certaine bourgeoisie aisée, qui était présente à la Louvière suite à la révolution industrielle, on voulait respirer le bon air, de l'hygiène sociale. Soi-disant aussi pour les ouvriers, on commence par se servir soi-même et on fait de belles maisons respectant les styles de l'époque, avec souvent des balcons qui sortent ou des étages supérieurs qui ressortent sur la façade, pour montrer son standing et pour vivre dans une atmosphère plus saine. Le 23 mars 1944, le quartier du Parc est lourdement touché par des bombardements alliés qui visaient la gare de formation d'Aisne-Saint-Pierre. 105 morts à la Louvière, et rien que pour la rue Omer Lefebvre, 12 morts, et la moitié des morts de la Louvière ont été mis dans la morgue, une morgue spéciale, dans une chapelle ardente, dans le bâtiment des arts et métiers, dont la façade était criblée d'éclats de bombes. Et le parc aussi était déchiqueté en partie par les éclats de bombes. Aujourd'hui, certaines maisons de maîtres ont été remplacées par des immeubles. Le parc à la Louvière est un lieu à découvrir. Non loin de là, vous pousserez les portes du centre de la gravure et de l'image imprimée. Jusqu'en novembre, il présente Palimpseste, une remarquable exposition de près de 300 œuvres de Pierre Alechinski, cet amoureux fou du papier et passionné du monde de l'imprimé. Au gré des salles et des œuvres, vous découvrirez comment l'artiste a donné une autre vie aux plaques d'égout, fait dialoguer son pinceau avec de vieilles cartes de géographie et des plans de ville. Vous ne manquerez pas non plus de vous attarder sur tous ces écrits et manuscrits d'un autre temps qu'il s'est amusé à détourner. Humour, ironie, poésie et rêverie se mêleront à un grand vent de liberté.